Ok, on est le 11 août 2021-2024. 4 ans pour Guérin Calvici. Je peux vous dire que c'était pas chose facile du tout. J'en ai chié, hein, vraiment. Et, euh, et c'est pas pour rien qu'on n'a jamais su guérir une calvitie jusqu'à maintenant, hein, parce que franchement, vu les efforts qu'il a fallu que je fasse pour y arriver, et j'y suis pas encore, mais presque. Donc, je vous montre. Voilà, donc c'est un truc qui tourne, un axe. On refait, hein, qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je vous explique, hein, bien, hein, pour que tout le monde comprenne. Voilà, sur 4 étages, hein, c'est une pompe qui se situe au niveau de l'os sphénoïde qui suit l'os comme ça. Et c'est le même axe, hein, qui tourne dans le sens inverse en haut et dans le sens des aiguilles d'une montre au niveau de la mâchoire, de la dentition. C'est le même axe. Donc en me redonnant du cuir chevelu, hein, des cheveux, ils sortent, ils sont blancs, puis après ils sont noirs, hein. Tout beau, tout neuf, hein, les cheveux, hein. Les dents pareil, hein, toutes neuves. Donc, donc cet axe double, il est responsable de la respiration crânienne, hein, liée à l'os sphénoïde, que les ostéopathes connaissent, mais ils connaissent pas la cause de cette respiration. Donc c'est ce que j'ai découvert. Et, et donc entre donc cet axe, en fait, en faisant son action de rotation, hein, et de complétion, on va dire, de remplissage, il est relié, donc ça monte par la colonne et ça redescend par la gorge, hein. Il est relié à toute la santé du corps. Donc c'est pour ça que je dis que derrière le problème de la calvitie, qu'on n'a jamais su résoudre jusqu'à maintenant, donc il y a le secret de la santé, c'est-à-dire le principe d'auto-guérison, la régénérescence du corps, comment le corps se répare, se régénère, parce que bon voilà, il faut voir, 51 ans, j'ai réparé ma santé. Les articulations, les viscères, la colonne, les reins qui sont nickel, là, qui sont tout remis, tout. Les poumons, bon, je suis fumeur, mais logiquement, voilà, tout. C'est surtout à mon âge, en fait, quand on a 50 ans, c'est surtout les articulations qui commencent déjà un peu à grincer. Alors que là, vraiment, je sens plus rien, c'est fluide. Enfin, presque, hein. Après, j'ai quand même 50 ans, hein. Je peux pas dire que j'ai rajeuni, hein. Vraiment, j'ai toujours le même âge, mais voilà, le corps est réparé. Donc faut imaginer une bagnole, hein, comme une bagnole, hein, qui a 40 ans, d'ailleurs la mienne, celle que je viens d'acheter, et que à peu près le même âge, voilà, 32 ans. Donc vous imaginez une voiture de 50 ans qui est rouillée, qui a les freins qui fonctionnent mal, le moteur, il y a une soupape qui est en, voilà, un cylindre qui fonctionne à moitié, et puis hop, vous l'envoyez chez le mécano, il vous la refait à neuf, quoi. Donc la voiture, elle a toujours 40 ans, 50 ans, mais elle est comme neuve. Donc c'est ça que j'ai découvert. C'est-à-dire que y a pas, la nature, elle sait faire ça, en fait, étonnamment. Enfin la nature et la culture. C'est-à-dire que comme c'est ce que j'ai découvert, c'est la relation nature-culture, hein, je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes. C'est ça qu'il fallait comprendre, hein. C'est ce rapport nature-culture, esprit-matière, hein, que l'intervention humaine sur la nature, voilà, les humains, ils ne savent pas que détruire la nature, ils savent aussi l'améliorer, ou le fait de mieux connaître la nature, on peut réparer, du coup, hein, réparer les choses, hein, un peu comme la permaculture, hein. Donc
les remembrements du sol et tout ça. Donc c'est la différence en fait entre, on va dire, l'industrie pharmaceutique. C'est un peu comme les produits qu'on met sur le sol, dans le sol, en agriculture, qui bousillent les sols, qui épuisent les sols. Et puis la permaculture qui va, au contraire, qui va régénérer le sol, qui va lui redonner de la force. Ou alors si on fait la comparaison avec l'industrie pharmaceutique, avec les effets secondaires, le fait de prendre des médocs à force, ça entraîne plein de dégradations dans le corps. Alors que si on utilise les plantes de façon intelligente, votre corps il va s'améliorer, il va être en meilleure santé. Donc du coup j'ai effacé la vidéo, j'avais fait une vidéo sur les mathématiques. Pourquoi les mathématiques sont fausses en fait, ou incomplètes. Est-ce que j'ai envie de vous parler de ça ce matin? Attendez, je fais une pause parce que je suis en mode freestyle, je sais même pas de quoi exactement je voulais vous parler. Attendez, je réfléchis 2 secondes. Ouais, donc moi je vais vous parler de ça parce que c'est dans ce domaine où je peux vraiment aider les scientifiques, effectivement, parce que si je vais dans des domaines qui sont trop exigeants ou alors qui sont un peu déjà où moi je manque de compétences et puis où je maîtrise mal encore le sujet, donc si je vous parle par exemple du droit, c'est quand même beaucoup de blabla et puis pour l'instant je suis quand même en surface, j'ai juste un droit à l'espace et au temps. Après je peux aller un petit peu dans le détail mais je suis pas vraiment calé, j'ai vraiment pas trop mis le nez dans le droit. Donc vaut mieux que je reste dans un domaine où j'ai vraiment travaillé profondément. Et je pense que si demain je devais me remettre au travail vraiment sérieusement, j'ai fait une demande déjà de crowdfunding et ça n'a pas fonctionné du tout, elle a été rejetée. Mais c'était ça ma demande, c'était d'avoir un petit peu d'aide pour revenir sur mes mathématiques. Cette nécessité de convaincre la communauté scientifique qui sont en train de faire fausse route, ou plutôt de s'intéresser avec insistance, vraiment de s'intéresser pour de vrai à mon travail. Donc on va essayer de revenir sur cette vidéo qui était mal foutue parce qu'enfin c'était intéressant tout ce que je racontais, mais il y avait du vent donc on n'entend rien du tout. C'est très désagréable à écouter. Donc je l'ai carrément effacé. On va essayer de revenir dessus tranquillement. Parce que je vous en ai fait une déjà qui est bien, qui vraiment qui traite un peu de l'axiomatique, ce que j'ai découvert vraiment à la base. Et là, je vais plus vous parler de mes travaux à partir de 2017, où l'axiomatique était construite. Elle était vraiment bien établie. Là, j'avais quelque chose de solide. Donc, j'ai fait un diaporama en 2018 qui posait la question d'un point de vue épistémologique, comment reconsidérer la notion d'espace-temps de façon rigoureuse. Donc 2017-2018, donc l'axiomatique était construite. Et 2018, je commence à faire des petits schémas un peu, où vraiment dans ma tête, c'était comment ça fonctionne cette axiomatique, concrètement, dans les faits, dans les calculs, dans la mesure, d'un point de vue mathématique, comment je peux la mettre en application pour qu'elle... c'était ça ma préoccupation, pour qu'elle révèle vraiment une nouveauté, quelque chose de performant pour la connaissance, pour le progrès humain et intellectuel. Puis il y a du soleil. Par quoi j'ai commencé? En fait, c'était en juin 2019, on va dire. Donc là, 2018, je faisais de la géométrie un peu,
Bon, je reprenais les bases, hein, j'avais un peu tout oublié en mathématiques, je savais plus trop. Bon, j'ai un niveau vraiment qui est moyen, hein, c'est vraiment un niveau terminal. À la base, je sais résoudre un système d'équations, une étude de fonction, et puis basta quoi. Hein. Et puis en géométrie, j'étais quasiment nul, hein, je connais pas grand chose. Hein. Bon, même encore aujourd'hui, là, vous me parlez de la trigo, tout ça, je suis un peu largué. Hein. Mais bon, j'étais avec mon axiomatique et je travaillais sur des petits schémas, des dessins, et je creusais, j'articulais dans tous les sens. Et c'est vraiment le déclic qui s'est enclenché vraiment quand j'ai lu l'article. Donc je tombe sur un article sur Quanta Magazine sur une découverte, ce qu'on appelle la transition électronique d'un scientifique, bon ils étaient plusieurs, hein, Dvorak et Minef, Zlatko Minef, qui est il est aux États-Unis, il travaille pour IBM. En 2019, vous pouvez aller voir sur la page Wikipédia, hein, transition électronique, on voit bien ils expliquent bien que c'est lui qui a révélé, enfin c'est cette équipe-là, hein, du MIT je crois, qui a révélé en fait la transition électronique en ayant réussi à inverser ce qu'on appelle le saut quantique. Alors je vous explique, le saut quantique c'est ce qui se passe quand un électron, plutôt un atome, il change d'état. Il change d'état, en fait il se passe un saut. Alors qu'il y a un changement d'état comme ça qui se fait quasiment immédiatement. Pouf. Bon, ça fait pas mal de temps que je suis plus dans les sciences, donc là plus de 3 ans au moins depuis que j'ai eu ma calvitie, donc j'ai plus trop le vocabulaire, j'ai plus trop les notions en tête. Mais justement, je fais ces vidéos là un peu pour y revenir. Bref, donc un changement d'état électronique. Donc l'atome il change complètement de propriété en fait, hein, en changeant d'état. Et donc il se passe un saut entre un état et un autre au niveau électronique, au niveau de l'électron, ce qu'on appelle la transition électronique. Et lui, donc et cette équipe-là, ils ont essayé à inverser, à revenir en arrière, là. Avant, arrière. Et donc par la suite, du coup, donc ça c'était en juin 2019, et par la suite, Zlatko Minef, il a créé une chaîne sponsorisée un peu par IBM, beaucoup, hein, parce que c'est le principe d'IBM, ils font de l'open source, hein, ils ouvrent toute leur recherche à tout le monde en fait, hein, je pense que c'est pour améliorer dans la veine de Feuerabend, un peu pour améliorer la recherche, il faut l'élargir au maximum de gens possible. Et donc il a fait venir plein de chercheurs du monde entier sur cette chaîne, qui ont tous exposé leurs travaux, leurs théories, les différents types de calculs quantiques, au niveau hardware même, hein, parce que Zlatko c'est un physicien, hein, donc il travaille même sur la conception même, hein, des processeurs, hein, des qubits, comment, même quel kit métal, ouais voilà, quels composants matériaux il faudra utiliser pour faire fonctionner un ordinateur quantique. Donc moi je lis cet article, je décortique, je le traduis, je le pose sur mon mur, et là je commence à bien prendre connaissance de cette notion de qubit, et donc on va revenir sur tout ça. Et donc en fait je crée le concept
de Q-octet. Bon, là on est vraiment dans les fondements des mathématiques, le triangle de Pascal. Vraiment la place, hein, vraiment des choses vraiment très fondamentales. En fait, voilà, donc je pars d'une idée simple. Je dis bon, si le qubit il fonctionne donc en mode 0,1 comme un bit, mais bon, il est quantifié. C'est quoi la différence en fait entre un bit classique et un qubit quelque part? Et donc là, j'essaye d'intégrer mes recherches. Et donc je pars d'un principe tout simple. Je vais dire bon, ben, on va dire que 0, on va dire, ben, on peut l'attribuer au temps parce que il n'existe pas. Voilà, donc 0, il n'existe pas. Mais 0, 1, 0, 1, 0, donc 0 il n'existe pas, 1 il existe, 0 il n'existe pas, 1 il existe. Donc 0 est au temps, puisque 1 est à l'espace. Hein. On va dire 1 c'est l'espace, 0 le temps, l'espace, le temps, espace, temps, puis on se retrouve avec un oscillateur harmonique, hein, enfin une oscillation. Là on est dans Newton. Hein. Donc, on est vraiment dans les fondements. Il y a un tracteur, je coupe. On reprend. Donc vous voyez le principe 0, 1, 0, 1, 0, 1. Donc le temps n'existe pas. Hop. 1. Ah, là il y a de l'espace. 0. Ah ben non, il n'existe pas. Il est où le temps? Ah bah il est où le temps? Bon bah on va dire que c'est la cause. Voilà. La cause du mouvement. Tac, là on a une causalité première. Ok? C'est bon? Donc mon idée elle est très simple. C'est plutôt que d'utiliser un bit donc classique 0, 1, 0, 1, 0, 1, on en est encore à ce stade là aujourd'hui. Hein. Donc là j'ai vu la dernière vidéo de Qiskit, c'est marrant parce qu'il y avait là c'était le silence radio depuis plusieurs mois. Et puis donc la chaîne d'IBM, hein, de la Xiaomi 9. Et là la dernière vidéo en fait ils reviennent sur les fondements de la physique quantique. Et puis bon, on est dans une espèce de spectative et tout. Donc moi je lui avais envoyé un petit message hein, sur Facebook en lui disant est-ce que c'est pas une arithmétique, quelque chose de mathématique qu'il vous faut? Vous avez beau faire venir, donc il a fait venir plein de chercheurs du monde entier, mais si le problème il est mathématique, c'est pas, on a beau avoir tous les chercheurs du monde, les plus gros labos, des millions d'euros, c'est un truc, c'est dans la tête. C'est ce que j'ai découvert. Donc on continue. Vous prenez la table de vérité. Donc même pour ceux qui connaissent pas, bon en électronique c'est vraiment la base. C'est très simple. Hein. On a 4 états dans la table de vérité. On a 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Ok, prenez un papier, hein, vous les notez, c'est très simple. Donc on pourra dire 0, 0 c'est entièrement faux. 0, 1 c'est partiellement faux. 1, 0 partiellement vrai. Puis 1, 1 entièrement vrai. Je crois que c'est un peu comme ça que ça fonctionne la table de vérité. Et puis bah, je me dis, bon, finalement, mon histoire, vous savez, j'ai trouvé à l'intérieur, dans le cours de Deleuze, de la dichotomie entre le fini et l'infini, dont Jean-Pierre Luminet et tous ses confrères, ils bloquent là-dessus, sur ce rapport fini-infini. Moi, j'ai trouvé le défini, l'indéfini, donc le fini qui définit l'indéfini à l'infini. J'ai rajouté la notion de définition et d'indéfini à l'intérieur de ce rapport fini-infini. Donc si on dit, pour revenir sur la table de vérité, si on dit que l'infini c'est le 0 et le fini c'est le 1, ou l'inverse, hein, bon. Bon ben, mon travail c'est de rajouter une dichotomie à l'intérieur de la dichotomie. Quelque chose de plus fondamental. Donc du coup c'est un rapport à 4 dimensions et non plus à 2. Donc autant un bit,
c'est 0, 1. Donc je me dis un qubit, ça pourrait donc correspondre à mes recherches, donc plutôt dans un rapport de 4 dimensions, et non plus 2. Mais enfin, c'est plutôt une seule dimension qui se retrouve dans un dynamisme quadratique, on va dire. Une notion d'équation de calcul quadratique très importante en physique fondamentale. Donc puis c'est surtout là, voilà. Là ça fonctionne sur 4. Bon, la notion de pi, le 4, bon, c'est le carré aussi, hein, le 4, hein, donc voilà, quelque chose de... Je pousse juste un petit peu le truc un peu plus loin, quoi, c'est tout, hein, plutôt que de dire bah, 0, 1, 0, 1, bah, c'était 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Donc, si on dit, bon, en fait, il n'y a pas de temps sans espace, donc si on n'a que du temps, on se retrouve avec 0, 0. Donc là, on a vraiment strictement rien. Quelque chose on part du vide, l'énergie du vide, quoi, hein, qui va donner du sens. Un rapport duel, donc 0, 0, mais bon, un vide. Quelque chose de vraiment, bon. Et puis, ce rapport de vide, mais quand même duel, fondamentalement duel, mais de vide, 0, 0, on se rend compte qu'il a deux sens du coup. Il a 0, 1 et 1, 0. Donc c'est pour ça, là, vous allez comprendre la cause du mouvement. Hein. C'est 0, 1, 0, 1. Là, on va essayer de décrypter, de comprendre vraiment la cause du mouvement. Viens, Zouzou. Hop là. Un petit Zouzou. Je cherche à le donner. Donc, et 1, 1, du coup, on se retrouve donc il y a un double sens. On part d'une dualité à un double, le dédoublement. Alors bon, Guillemant, il parle du dédoublement du temps, mais bon, lui, il n'a rien compris. Plutôt le réel et son double, hein, de Clément Rosset. Hein, voilà. C'est cette dualité qu'il y a dans la nature. Ce dualisme. Hein. Il aura une fonction donc vraiment fondamentale. Et on peut dire simplement, bon bah il y a le futur, puis il y a le passé. Hein, donc on peut dire 0,1, bah, c'est la flèche du temps qui va dans le futur. Et puis 1, 0, on revient dans le passé. Mais bon, bah là, c'est là où après on peut revenir sur Morin, c'est-à-dire que ça fait une boucle rétroactive, parce qu'en fait, en réalité, le temps, il va que dans un seul... Enfin, c'est même pas, il va pas dans un sens, puisque c'est pas un objet, c'est la cause du mouvement. Donc du coup, on peut pas dire qu'il va dans un sens, mais il cause justement, c'est la cause de la boucle rétroactive. Une boucle. C'est-à-dire que si on veut revenir dans le passé, on est quand même obligé de passer par le futur pour revenir dans le passé. Hein, un peu comme la réparation de mon corps. Après, il faut voir ce qu'ils font aussi sur les atomes. Hein. Ils refroidissent les atomes, hein, ils les excitent. Donc il y a une rétroaction. Donc il faut imaginer quelque chose qui tourne, mais à chaque fois qu'il tourne, soit il va de l'avant, soit il peut revenir en arrière. Mais il tourne toujours dans le même sens. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire vous prenez un cercle comme ça qui tourne, vous pouvez pas le faire aller dans le sens. Il va toujours dans ce sens-là, mais il peut aller soit dans le sens du futur, donc 0, 1, soit dans le sens du passé. Mais il tourne toujours dans le même sens. Hop, hop. Donc 0, 0, ben, le temps en tant que tel, donc la boucle qui tourne. 0, 1, le temps qui avance, toujours avec cette boucle. Hein. Et 1, 0, le temps qui avance, mais de façon rétroactive. Rétropédalage. Et puis 1, 1, bon ben bam, là on a quelque chose, on saisit quelque chose de... On arrive... là on a peut-être un nouvel état quantique, on va dire.
Donc juin 2019, je fais une distribution comme ça en fait, et je trouve un algorithme, quelque chose vraiment de très dur, très logique, très. Alors, on peut pas être plus logique, hein, c'est vraiment le logos pur, hein, 0, 1. Donc là, je trouve quelque chose de très dur qui me permet de produire un code unique, hein, donc que avec du 0, 1. Hein. Donc je trouve un algorithme de distribution du 0, 1, en fait, avec cette table de vérité. Et un petit algorithme de répétition comme ça, un peu rétroactif. Donc quelque chose de très 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 fondamental. Et donc j'appelle ça la notion de Q-octet. Parce que 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, ça fait 8. Ça fait 8. Et on sait, comme l'octet, il est important en informatique. Hein. Mais bon, c'est de l'informatique qu'on utilise, c'est de l'informatique linéaire, cartésienne. Donc on prend 8, puis on met 1, 1, 0, mais de façon un peu aléatoire, de façon, bon voilà, bon, les codes qu'on utilise actuellement en informatique, je sais plus comment ça s'appelle, les 2i, enfin bon. Là, moi, je vous parle vraiment d'une petite mécanique fonctionnelle, un petit module, une espèce de petite intelligence comme ça en fait. Hein. Donc je fais plein de schémas, tout ça. Je commence à approfondir un peu plus. Et puis là, c'est là où je me plonge dans les nombres premiers. Une fois avoir fait ça, donc je découvre une manière de distribuer alors j'ai appelé ça comment? Oui, c'est ça. La manière de distribuer le bit dans l'espace. Comment, donc la question que je posais au labo souvent c'était comment distribuer un bit 0, 1 dans l'espace. La question un peu lunaire. Et en fait qui a beaucoup de sens quoi du coup. Et puis bon une fois que j'avais réalisé un petit peu cet algorithme de distribution, donc j'appelle ça un algorithme de distribution du bit classique, je me suis penché sur les nombres premiers. Ou en parallèle en même temps dans les recherches. Et puis c'est là où ça s'est fait naturellement, c'est-à-dire comme j'ai une autre logique d'approche de la logique du bit, j'ai appliqué cette logique, mais ça se fait un peu comme ça inconsciemment, hein, sur le nombre premier. Et du coup, je me mets à définir le nombre premier non plus comme un nombre qui est divisible par 1 et lui-même, non plus seulement, c'est-à-dire que cette définition, elle est encore exacte, elle est vraie dans ma démonstration, mais on va dire, je l'ai inversé en fait. C'est-à-dire, j'ai dit, en fait, ça veut dire que tout ce qui n'est pas premier est opérationnel. C'est-à-dire que les nombres premiers, c'est divisible par 1 ou lui-même, et tout ce qui n'est pas premier, c'est tout le reste. Donc je me dis, mais attendez, ça veut dire que tout ce qui n'est pas divisible par 1 et lui-même, c'est quoi en fait? C'est le produit, donc j'ai appelé ça le produit des nombres entre eux. Alors je sais que la notion de nombre entre eux, c'est pas cette définition-là en mathématiques, mais bon, moi je trouvais que ça correspondait bien, c'est-à-dire c'est toute forme de calcul, dans le cadre de l'algèbre. Hein. Toute forme de calcul qui divise le nombre, pas seulement par 1 et lui-même, par autre chose, voilà, c'est l'opérationnalité du nombre en fait. Donc je définis le nombre entier comme le non-produit des nombres entre eux. Les nombres premiers, pardon. Les nombres premiers sont les non-produits des nombres entre eux. Tous les nombres entre eux, ils se calculent entre eux, ils se divisent les uns les autres. Et ce qui ne se calcule pas, ce qui ne se produit pas, c'est soit 1, soit lui-même. Ça, c'est les nombres premiers.
Donc du coup je me dis mais avec ça, donc c'est comment dire, moi je l'ai la répartition des nombres premiers, je l'ai la distribution. Si vous vous demandez combien il y a de nombres premiers, quel est bon bah là, bon ça ressemble à Ératosthène un peu. C'est vrai qu'avec Ératosthène, on peut savoir aussi si le nombre est premier ou pas. Mais ça va très vite en plus, hein. Il est vraiment efficace, hein, cet algorithme encore aujourd'hui, hein. Il est vraiment efficace, mais là je trouve quelque chose, je sais pas qui, parce qu'en fait je le distribue, c'est différent d'Ératosthène parce que j'arrive à le distribuer dans une grille. Donc une grille, c'est-à-dire, bah tiens en plus en prenant c'est-à-dire que je les répartis dans l'espace, les nombres, 1, 2, 3. C'est-à-dire que c'est le nombre quantité, quoi. C'est-à-dire que si on a le nombre 12, par exemple, eh ben, il faut que je puisse compter 12 cases. Verticales ou horizontales ou verticales. Mais que le nombre, il a une quantité dans une grille, dans une échelle relative. C'est-à-dire que peu importe la taille de la grille, le but c'est que le nombre de quantités de cases. Donc là je vous renvoie aux travaux de Laurent Notal sur la relativité d'échelle. Bon, on l'a mis de côté parce que bon, il est parti dans un truc, l'espace-temps fractal, donc il a fait une théorie du tout un peu. Donc là on l'a mis de côté un peu, Notal. Mais parce qu'il est un peu type Jean-Pierre Petit, un peu trop critique sur la com, je crois, c'était ça l'histoire. Mais ses recherches, elles ont eu des fonctionnalités vraiment, elles ont eu des applications, hein, très concrètes, hein, dans l'optique, hein. Je crois que c'est même grâce à ces travaux qu'on peut aujourd'hui détecter des exoplanètes et tout ça. Donc une relativité d'échelle, donc vous prenez une grille, peu importe l'échelle. Donc la relativité d'échelle de l'espace-temps fractal de Notal, hein, peu importe l'échelle. Le but c'est qu'on puisse distribuer les nombres dans cette grille, peu importe sa taille. Et donc c'est là où j'ai commencé à parler de donc je découvre l'histoire de la géométrie arithmétique, hein, dans les années 70 où Grothendieck, je crois que ça s'est mal passé justement, ils ont une réunion et puis c'est là où ils ont choisi la géométrie analytique, enfin ils pensaient, bon, un peu comme le structuralisme à l'époque, hein, de Deleuze, tout ça, c'était les années 70, où ils pensaient qu'ils allaient vraiment comprendre la géométrie arithmétique. Et puis, ben non, en fait, ça l'a pas fait. Puis aujourd'hui, on est dans les nombres péadiques, d'un truc un peu avec une virgule qui c'est un peu bizarre. Les nombres péadiques, on revient en arrière sur les décimales, enfin. Voilà. Donc je me dis, bah, c'est une géométrie arithmétique dans le sens où le nombre, il devient quantitatif, enfin il est mesurable vraiment dans une grille de façon. Donc une grille, du coup on peut faire de la géométrie avec une grille, hein. Donc on peut leur répartir dans l'espace. Donc répartition des nombres, de tous les nombres, en tant que nombre quantité, c'est-à-dire une valeur 1, c'est une case, c'est tout. Et après, peu importe l'échelle de la case, la taille, peu importe la taille de la case, il faut qu'elle soit carrée. Au sein d'une grille, peu importe sa taille. Donc 2019, je commence à faire des schémas comme ça, des grilles de distribution. Et c'est vraiment en décembre 2019 où mes recherches elles ont explosé, hein. Où là je faisais quelques schémas, quelques petits tableaux comme ça par mois. Et puis à partir de décembre, janvier, bon bah là, boum, j'ai commencé à produire des schémas. C'est là où j'ai clamé, j'ai commencé à dire, ah, j'ai découvert la géométrie arithmétique, hein. J'ai découvert un truc puissant.
Et donc par la suite, en distribuant cette grille, donc je pars de 0, 1, 2, 3, 4, 5, voilà les entiers naturels. Hein. Et puis après leur produit, donc 2 x 3, 6, boum, je mets une croix. Et là j'arrive à dénombrer, du coup dans cette grille, j'arrive à dénombrer les nombres premiers. Et donc à chaque fois, il traverse comme ça, hein, il traverse la grille entièrement. Je crois que je mettais des petites flèches rouges ou quoi. J'arrivais à les dénombrer dans cette grille. Et donc je dis, bah si on la prolonge à l'infini, on a tous les nombres premiers. Hein. Donc, il suffit d'un algorithme qui distribue cette grille. Et puis bah là, on les a les nombres premiers hein, à l'infini. Et puis là, je me rends compte que, aux surprises, mon arithmétique, elle arrive aussi à dénombrer la puissance de 2 exposants n, qui est très 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 importante en physique, hein, mathématiques fondamentales, et même pour comprendre en théorie des nombres. Donc c'est ce que je découvre apparemment, c'est une nouvelle arithmétique dans le sens où il n'y a plus de répétition du même dans le produit des nombres, et en fait j'arrive à retrouver les mêmes résultats, c'est-à-dire que c'est plus 3 fois 5, 5 plus 5 plus 5, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, ce qui nous donne le même résultat, 15. Et donc c'est là où je parle d'une nouvelle arithmétique. Et cette arithmétique, elle obtient les mêmes résultats pour les impairs, c'est-à-dire voilà, 2 x 3, 6, 3 x 3, 9, 4 x 3, 12. Donc ça nous fait 1 plus 2 plus 3, 6, 2 plus 3 plus 4, 12, 3 plus 4 plus 5, 15, 4 plus 5 plus 6, 18. Voilà, je retrouve les mêmes résultats. Par contre, pour les paires, si je fais 1 plus 2 plus 3 plus 4, 2 plus 3 plus 4 plus 5, 3 plus 4 plus 5 plus 6, là, je me retrouve avec des résultats qui sont parfois pairs, parfois impairs, au niveau de la distribution des paires. Et c'est là où c'est cette différence-là qui me permet de dénombrer la puissance de 2 exposants n. Voilà, donc on s'arrête là parce que c'est confus, et puis moi ça fait quand même 3-4 ans que j'ai pas remis le nez dedans. J'aimerais bien être plus précis hein, quand je vous parle de Laplace ou d'autres notions, ou des nombres premiers ou tout ça. J'aimerais bien être un peu plus précis, un peu plus professionnel, mais pour ça il faut que je puisse travailler dans de bonnes conditions, que je sois pas persécuté par l'État, qu'on me prenne au sérieux. Donc c'est pour ça que je vous fais ces vidéos, pour que les scientifiques ou les non-scientifiques, mais ceux qui sont les passionnés, ils puissent aller dire aux professionnels que ce gars-là, Julien Estrada, il guérit de sa calvitie. Donc c'est pas du flan, c'est pas du blabla, qui s'est fait bloquer par Castex. Bon, certes, c'est leur boulot là-haut, hein, des politiques, de bloquer tout le monde, mais que là, c'est trop important, c'est une question de santé publique, d'intérêt général. Il y a la fonction de régénérescence, le secret le problème de la calvitie derrière. Donc que vous compreniez bien que je suis pas un rigolo, même si j'en suis un quand même à voir comme ça. Enfin voilà, j'ai mon côté un peu clownesque, mais que c'est très très sérieux tout ça. Et donc il faut arrêter cette mauvaise foi, ce déni hein, concernant mes propos et mes démarches hein, vis-à-vis des institutions. Et j'ai besoin d'un réel soutien. Donc quand je fais une demande de crowdfunding où je dis j'ai besoin de soutien financier, c'était qui? C'était Ulule, hein, je les balance, hein, c'est bon. Hein. Je fais une demande, je dis voilà, je guéris de la calvitie, j'ai besoin de soutien pour faire mes recherches en mathématiques, quoi, ma demande elle est refusée. Alors que si j'avais dit, je sais pas, je veux fabriquer des laisses pour chiens avec des cordes de saut à l'élastique, d'escalade et tout, je veux lancer une activité de, je sais pas, et là je vais avoir 40 000 euros, quoi, hein, parce que je décide de faire un truc complètement insignifiant, qui sert à rien,
Et là, je vais avoir du soutien. Par contre, s'il faut refonder les mathématiques, là, on va me dire, non, monsieur Estrada, dis non, on va vous envoyer en prison. C'est l'aspect ridicule des choses. Hein. Stupide un peu, hein, les humains. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez aller plus loin, parce que derrière, de toute façon, s'il y a le secret de la physique, de l'ordinateur quantique, enfin, vraiment, ça va résoudre le problème de la mesure. Ce qui manque aux physiciens, parce que faut arrêter de les... Ils sont super bons, les mecs, hein, c'est vraiment des... Bon, les mecs ou les femmes, hein, c'est vraiment des gens très très performants, ils ont tous les moyens, ils ont IBM avec eux, ils ont des millions. Macron, il a donné 9 milliards pour la recherche en physique quantique, les militaires se sont attelés sur le problème, personne n'arrive à avancer dans ce domaine-là. Donc, c'est parce qu'on a besoin d'un philosophe qui refonde toute la connaissance pour ça. On a besoin de la théorie du tout. On a besoin si on a un internet quantique, c'est aussi la possibilité de quitter la Terre. Hein. Et donc d'arrêter cette démagogie politique, toutes ces polémiques, toute cette société de l'information qui remue la merde en fait, hein, et puis où personne avance, hein, puis il y a une espèce de barbarie qui s'installe, hein, de régression sociale, sociétale. Bon, qu'on puisse retrouver en même temps qu'il y a un progrès technologique, qu'il y a aussi un progrès humain. Hein. Il faut que les deux s'accompagnent l'un de l'autre. Donc si on n'a pas la bonne technologie pour aller dans le futur, ça explique peut-être pourquoi en ce moment l'humanité elle va vers la guerre, le génocide mondial, etc. Voilà. Donc je compte sur vous pour... et puis vous faites ce qui dépendait de vous, et puis pour qu'à la rentrée, quand je vais contacter l'Institut Henri Poincaré, tout ça en leur disant, bon ça y est, ma guérison de calvitie elle est finie, maintenant vous considérez mes propos sérieusement. Même Jean Tierteti, il m'envoie bouler, il est méprisant. Hein, donc voilà, même les profanes, ceux qui sont critiqués par la communauté scientifique, même eux, ils me méprisent quand même. Hein, donc faut peut-être un petit peu arrêter le délire. Voilà. À plus tard, suite à la prochaine vidéo.